Bon, ouais, je vais démarrer. Un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est savoir faire du data SEO sans savoir programmer. Il faut savoir que ça fait 10 ans que je cherche une solution et que depuis quelques semaines, j'ai enfin trouvé quelque chose d'exploitable qu'on va pouvoir mettre dans les mains de tout le monde. Donc, c'est parti. Peut-être me représenter très rapidement en donc directeur produit chez OnCrawl. Il faut savoir que j'ai en charge toute cette roadmap data science, donc c'est-à-dire comment on va mettre un générateur de maillage interne dans OnCrawl, comment on va faire de la génération de contenu avec OnCrawl, comment on est capable de détecter les facteurs de ranking avec OnCrawl, donc directement dans l'apps. Donc pour l'instant, on a un lab, donc on peut le faire déjà à travers du code Python, mais l'idée c'est de tout faire avec l'application OnCrawl. Et j'ai aussi une double casquette. J'aime pas trop le mot expert, je préfère coach en data science, où j'aide vraiment des débutants ou des personnes expérimentées à découvrir des nouveaux concepts, à le prendre en main. Et il faut savoir que depuis ce début d'année, j'avais lancé une formation GPT-3, on en discutait un peu après, en français et en anglais pour montrer tout le potentiel de cette techno. Et aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle techno qui vient de ce même laboratoire informatique. Alors, on va rentrer dans le guide du sujet, mais avant, j'adore faire un aparté. Je pense que le livre du jour, mon livre de chevet en ce moment, c'est Isaac Asimov. C'est le cycle des robots, si vous ne connaissez pas. C'est écrit dans les années 50. Et juste après, donc, le fameux John McCarthy, c'est un des fondateurs de l'intelligence artificielle, qui dit la chose suivante, c'est que des programmes informatiques, il ne parlait pas de robots, vont pouvoir faire les mêmes choses que les humains, du style écrire un roman ou alors, on va le voir après, écrire du code informatique. Et il a été précurseur. Et depuis que j'ai lu ce livre-là, je devais avoir une dizaine d'années, je me suis dit, ça serait vraiment génial si plus tard j'arrivais à le réexploiter dans mon travail. Donc, si vous ne connaissez pas, Isaac Asimov, c'est le Léonard de Vinci pour l'intelligence artificielle. On va rentrer maintenant dans le guide du sujet. C'est la première question. C'est quoi le data SEO? Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une recette gagnante qu'on teste depuis 5-6 ans. Maintenant, on est beaucoup à en parler et qui combine le SEO et la data science. Donc, j'avais vraiment réduit, puisque c'était trop long de dire data science SEO. Donc, j'avais réduit en data SEO. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? J'ai tout noté. Il faut des données, des tools, des connaissances en SEO, bien sûr, des petites connaissances en programmation, et après, vous avez des algorithmes de machine learning prêts à l'emploi. Et vous pouvez classifier, prédire, générer des textes. Il y a quelques années, c'était complètement inaccessible. Maintenant, il y a des applications pour le faire. Il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'open source. Avant, il fallait 30 lignes de code, 2 lignes de code. Maintenant, avec une Gameface, on fait tout en une ligne de code. Donc, c'est de plus en plus accessible. Mais ce qui m'embête, c'est peut-être de plus en plus accessible, mais il faut quand même si ça s'enseigne très rapidement, des compétences en programmation, il faut quand même savoir initialiser des variables, il faut savoir peut-être des fois écrire une petite boucle en Python, en R ou en Julia. Mais ça, je me disais, mince, les gens, ils venaient à mes formations, je me rendais compte qu'ils arrivaient à le faire pendant la formation, mais si on ne pratique pas, il y a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Et avec les mois et les années qui passent, au bout d'un an, si on n'a pas pratiqué, on ne sait plus faire de Python. Donc, je me disais, ce qui serait génial, c'est de trouver une méthode où le code Python, en fait, serait généré et il y aurait juste à appuyer sur un bouton Run. Donc ça, c'était vraiment mon objectif principal. Et là-dessus, il y a cette boîte qui a créé GPT-3. Donc GPT-3, je vais vous détailler ce que c'est. Cette boîte, elle s'appelle OpenAI. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une énorme association à but non lucratif où il y a un certain Elon Musk qui a dit que ça serait génial d'évangéliser autour du machine learning. Il y a un Microsoft qui a suivi, ils ont mis 1 milliard sur la table et ils se sont dit on va rendre accessible le NLP, le traitement naturel du langage. Et ça a complètement changé la donne. Parce que si, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde d'un point de vue macro ce que c'est GPT-3, c'est un énorme générateur de texte. Et vous allez voir, il sait vraiment faire n'importe quel style de texte. Donc, ça s'appuie aussi comme pour Google BERT sur ces modèles qu'on appelle les transformers. Donc, ça s'appuie sur les travaux de Google. Mais ce qui est hyper intéressant, et c'est là où je vais faire une petite pause dessus, c'est que c'est le coût de l'entraînement de ce style de modèle, ça coûte 5 à 12 millions de dollars.
juste pour entraîner le modèle. Et on se rend compte, nous, chez OnCrawl, on ne pourrait pas financer un modèle pareil. Par contre, le fait qu'ils le mettent à disposition de toutes les startups ou entreprises qui font la demande, ils ont changé la façon de jouer avec ces modèles de machine learning gigantesques. Et ils font ça à des prix très, très accessibles. Donc, on arrive sur une stratégie ultra innovante. C'est-à-dire, je vais peut-être commencer par en bas. C'est ce qu'on appelle du MaaS, c'est-à-dire modèle as a service. Et ils mettent à disposition un modèle de machine learning gigantesque à un prix ultra accessible. On parle de quelques dizaines, même des centièmes de dollars pour générer un paragraphe. Et ce qui est génial, c'est qu'en entraînant des modèles comme ça gigantesques, ils n'ont pas besoin d'entraîner des modèles spécifiques. C'est-à-dire que le modèle, il a tellement appris que normalement, il est capable de résoudre n'importe quel problème. Et ça, c'était déjà génial, mais la deuxième partie de cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le métaprogramming. Ça veut dire qu'ils utilisent des systèmes où un programme peut s'automodifier pendant son exécution pour résoudre un autre problème. Et sur le NLP, d'ailleurs, si on a un peu de temps, je vais me lancer sur des démos en live. C'est un peu risqué, mais je vais quand même le faire. Pour le NLP, on va lui donner des instructions, on va lui donner quelques exemples, et derrière, il va vous générer du texte. Donc ça, c'est assez bluffant, et c'est tout ce que je vais vous présenter dans les prochaines 30 minutes. Avant de rentrer tout de suite dans le guide du sujet, c'est hyper important de comprendre comment le modèle il a été entraîné. Donc, ils sont partis à 59%, comme vous voyez, c'est toute la partie bleue à droite de Common Crawl. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Common Crawl, derrière, c'est Web Archive. Si vous avez envie de retrouver votre site, à quoi il ressemblait il y a 4 ans, vous allez sur Web Archive, vous mettez l'URL et ils passent régulièrement sur votre site pour faire des screenshots où vous récupérez l'HTML et vous pouvez voir l'évolution d'un site. C'est assez amusant quand on teste sur Amazon, etc. Sur Common Crawl, ils ont pris tout ce qu'il y avait comme crawl entre 2016 et 2019. C'est hyper important parce que si vous questionnez un GPT-3 sur ce qui s'est passé en 2020 ou 2021, je vais prendre par exemple le Covid, il est incapable de répondre parce qu'il n'a pas eu les données. Il doit forcément apprendre de quelque chose. La partie Wikipédia, bon, ils lui ont injecté une bonne partie de Wikipédia pour enrichir ses connaisses. WebText, c'est tout ce qui a été scrappé. Donc, c'était la base, le scrapping des modèles précédents, comme GPT-2. Et après, vous avez Book 1, Book 2. Alors, Book 1, c'est des livres très anglophones, et Book 2, c'est tout le reste. Donc, c'est dedans, et souvent, c'est des livres libres de droit d'auteur. Mais après, ils n'ont pas communiqué expressément ce qu'ils ont mis dedans. Mais moi, j'ai pu retrouver des morceaux de Victor Hugo, etc. On peut interroger GPT-3 sur du Germinal, il va savoir répondre. Une fois qu'on a compris comment le modèle il a été entraîné, on peut voir tout ce qu'on peut faire avec. Parce que si on lui a donné des poèmes, et ben, vous voyez, il sait écrire des poèmes. Si on lui a donné des histoires, par exemple autour de Victor Hugo, il va savoir faire des dialogues entre deux personnages. Il peut avoir une conversation. Donc, on peut dire à GPT-3, voilà, tu es le meilleur interlocuteur pour répondre à des questions médicales. J'ai tel et tel symptôme, dis-moi quelle maladie j'ai. Et là, il est assez bluffant, il y a eu des tests de diagnostic, etc. Donc, il est capable de répondre à des questions, il est capable d'extraire des mots-clés, donc ça nous intéresse pour le SEO. Il est capable de faire des classifications complexes, il est capable de détecter des émotions, il est capable de faire des diagnostics, il est capable de faire des résumés de texte sophistiqués. Par sophistiqué, je sous-entends paraphraser, extraire que les éléments les plus intéressants, quelle que soit la longueur du texte. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce qui est nouveau, en fait, qui est sorti depuis quelques semaines, il est capable de générer du code informatique. Et là, ça change tout, surtout que ça va fonctionner très bien dans les problèmes qu'on peut rencontrer pour le SEO. Il y a eu d'abord quelque chose qui est sorti par GitHub, qui s'appelle GitHub Copilot, et je voulais en dire quelques mots, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas du tout parler de GitHub Copilot. GitHub Copilot, je le vois comme une aide pour les développeurs qui permet de faire de l'autocomplétion,
Ça veut dire, en fonction du code que vous avez tapé, il vous suggère ce que vous pourriez utiliser pour écrire plus rapidement votre code. Il y a eu pas mal de benchmarks là-dessus. Il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas du tout. Et voilà, je voulais juste vous dire qu'on ne parle pas de GitHub Copilot, on va parler de GPT-3 Codex. Avant de démarrer et faire les démos, il me fallait me faire un énorme disclaimer. GPT-3 Codex est capable de résoudre seulement des problèmes simples en imitant ce qu'il a appris sur GitHub ou sur d'autres codes sources. Mais il est à des années-lumière, j'avais mis très loin, de remplacer des développeurs. Pourquoi? Parce que un développeur, ça doit connaître tout l'existant. Ça doit connaître aussi des contraintes techniques. Et des contraintes techniques qui peuvent être liées à des contraintes politiques, du style, nous, on reste sur WordPress. Et donc, tout ça, ça lui échappe. Moi, ce que j'ai vu à travers GPT-3 Codex, c'est ceci. C'est une approche no-code. Ça veut dire un intérêt pédagogique pour tester très rapidement des choses, du code ad hoc. Et je vais vous détailler maintenant et vous faire des démos de tout ce qu'on pourrait faire rapidement. Mais en aucun cas, c'est pour faire du code de production. C'est juste, j'ai un besoin ad hoc, je veux tester rapidement quelque chose. Je génère le code, j'appuie sur Run, j'ai mes données. Et vous allez voir, il y a des domaines où ça peut vraiment changer la donne. Alors, l'approche no-code, déjà, elle existait depuis très longtemps. Il y a eu des grandes startups comme Bubble, Retool, qui permettent de faire ça à des prix très abordables, vous voyez, pour 25 $ par mois. C'est-à-dire que ces startups-là, ils se sont dit, on va permettre à monsieur tout le monde de construire un logiciel. Et pour faire ça, il va faire du drag and drop, il va cliquer, mais il ne va pas écrire de code. C'est très facile souvent à utiliser, c'est accessible, on peut se connecter à n'importe quelle API, on appuie sur un bouton, ça nous génère notre interface. J'aimais bien cette approche no-code, mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va encore plus loin, c'est qu'on donne juste une instruction pour aller encore plus vite. L'approche Data SEO no-code, et là, c'est intéressant, ça permet quatre piliers. Déjà, visualiser les données, manipuler les fichiers, créer des interfaces et utiliser des API. Et pour la fin, si vous restez jusqu'à la fin, j'ai réservé une petite surprise. Je n'allais pas dévoiler tout de suite. Donc, en fait, on va reprendre. Vous allez voir, en data visualisation, ce type d'approche change absolument tout. Et on va voir comment on peut manipuler des fichiers de log, on va voir comment on peut créer des interfaces assez sophistiquées et surtout comment on est capable d'utiliser n'importe quelle API juste avec des instructions. On va démarrer par la manipulation de données et tout ce qui est visualisation de données. Il faut savoir que cette approche no-code, pour moi, je suis même persuadé qu'elle va être intégrée dans tous les tools de data visualisation, c'est-à-dire quand on parle de Data Studio, quand on parle de Power BI, quand on parle de tableau software, le fait de dire à un utilisateur, maintenant tu vas écrire une phrase et on va te montrer tes données, c'est génial parce que ça va permettre à tout le monde d'utiliser ce type de logiciel. J'ai pas pu traiter et faire des démos sur tout, mais je vais vous dire ce qu'on peut faire en manipulation de données. Déjà, on est capable d'importer n'importe quel format. Je veux les données de cette base MySQL. Je veux importer mon fichier Excel. Je veux me connecter sur un cluster Big Data. Donc ça, c'est excellent. J'ai pu tester différents types de connexions. Ça marchait à chaque fois. On peut bien sûr rechercher, filtrer, trier ces données. Et on peut exporter le tout vers le format de votre choix, vers la base de votre choix. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que limite, là, vous voyez, ces 3 instructions, je mets ces 3-là, j'envoie à la machine et il va me créer le code correspondant. L'exemple suivant, et c'est là où, allez, je n'avais pas prévu de faire des démos en live, mais je vais en faire. Vous voyez ici, on est dans le playground d'OpenAI, donc c'est fait pour tester. Donc on écrit juste des instructions. En 1, tu vas me récupérer un format TSV des logs de la NASA. Donc la NASA met à disposition un fichier qui est du 1er août 1995. On lui dit, voilà, en type de colonne, on a le host, le log name, le temps, la méthode, l'URL, etc., l'user agent. Et on lui dit, fais-moi un bar chart de, voilà, tu me fais tout, le nombre d'URL consultés par heure. Donc là, je vais quitter ma présentation. Je vais aller dans OpenAI.
Donc, normalement, vous retrouvez exactement le même écran. Et là, c'est sûr, il faut quand même une mini formation parce qu'il faut savoir régler ces hyperparamètres et rapidement maîtriser cette interface. Moi, l'idée, c'est après, dans une formation no-code, même plus avoir d'interface, vous allez demander directement ce que vous voulez. Là, je clique en bas sur Submit. On va attendre un petit peu. Donc, à chaque fois, je suis obligé de lever les mains pour montrer que ce n'est pas moi qui ai écrit. De toute façon, je ne pense pas que je serais capable d'écrire aussi vite. Et donc, il est en train de générer le code. Donc, voilà. Donc là, il a généré le code. Et une fois qu'on l'a, on le met dans un éditeur de code Python. On appuie sur Run. Et là, je vais revenir dans ma présentation. Hop, je vais juste recharger. Vous voyez, on le met dans un éditeur de code. Alors forcément, il y a la couleur syntaxique, ça change, et les commentaires ils restent en vert. Et il nous affiche notre bar chart. Ça marche directement. Donc, on peut le connecter à n'importe quelle source de données. Ça tombe, il y en a qui ne connaissaient pas le format TSV, et on est capable de lui demander d'afficher absolument le l'histogramme, des line graphs, tout ce que vous avez besoin. Et même, on affichait plusieurs. On aurait pu lui demander, tu me fais une vue avec tel regroupement, une autre vue avec tel regroupement. Donc ça, c'est assez bluffant. Mais on va voir encore mieux. Il faut savoir, et je voulais faire un petit peu de pub pour cette startup qui s'appelle whitepi.com, qu'il y en a qui se lancent sur ce créneau. Et aujourd'hui, il y en a qui ils ont pris le codex, ils ont mis une petite interface Streamlit, et derrière, vous uploadez vos données, vous expliquez vos données, et vous demandez ce que vous voulez voir. Donc ça, je trouve ça génial. Donc vous pouvez tester. Donc forcément, les accès, ils se font au compte-gouttes parce que sinon, ils vont exploser leur serveur. Mais comment ça se passe? Donc là, j'ai fait un screenshot assez moche de leur site. Mais donc là, il y a quelqu'un qui a importé un fichier qui s'appelle dailyvisit.csv. Il dit en anglais à quoi correspondent chacune de ces colonnes. D'accord? Et une fois que voilà, le codex, il a compris exactement ce que j'ai fait avant pour le fichier de la NASA, pour les logs de la NASA, en disant il y a telle colonne, on est capable de lui dire, ben voilà, affiche-moi une corrélation sur les 6 premiers mois. Et il vous affiche la corrélation. Ça fait gagner un temps astronomique. Et pour des demandes ad hoc, c'est vrai que c'est relativement pratique. On va continuer, vous allez voir, on va pouvoir aller, on va parler d'interface utilisateur. Choses qui peuvent prendre beaucoup de temps quand on n'a pas les bonnes technos. Par interface utilisateur, ce que je sous-entends, c'est que maintenant, avec ce genre de technologie, on peut dire directement en français ou en anglais ce qui va se passer action par action. Si je clique sur ce bouton-là, tu vas me chercher telle donnée. Si je clique sur ce bouton-là, tu me sauvegardes les données à tel endroit. On n'a plus du tout besoin du HTML et du CSS. Donc ça, c'est vrai dans toutes les approches no-code. Tout est généré. Et on va rajouter des boutons, des éléments, juste avec des instructions. Et c'est là où ça va être complètement bluffant. On va démarrer, et là, je vais refaire une démo. On va démarrer, ça c'est une vidéo que j'ai partagée hier sur mon Twitter, je l'ai mis sur YouTube. On veut une apps et on veut voir les options Google du 1er septembre 2021 au 15 septembre 2021. Et on lui dit juste, on le fait avec Streamlit. On va aller regarder ce que ça fait. Alors là, je repars. Je n'ai pas l'habitude de faire des démos en live en même temps. Je vais juste chercher hop, ici. Voilà. Donc là, vous avez l'instruction. Ici, juste les lignes pour qu'ils savent qu'il faut le faire avec Streamlit. On appuie sur Submit. Normalement, là, pareil, je lève encore les mains. Après, j'arrêterai de le faire. Donc là, il est en train de générer le code. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il récupère les actions Google. On voit bien qu'il démarre au 1er septembre 2021, que ça s'arrête au 14 septembre 2021 et qu'il regarde jour par jour. Et ce qui se passe, c'est pareil, il faudrait retourner dans un éditeur de code pour voir les résultats. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, j'ai fait une vidéo YouTube si ça vous intéresse sur mon Twitter. Donc là, il génère le code. Je préférais vous le montrer en live. Vous avez l'interface. Donc, vous voyez, avec le titre, avec le closing price, le volume
Et là-dessus, il a utilisé ce qu'on appelle la librairie Plotly. C'est une librairie pour faire des choses assez dynamiques. Donc, ça veut dire que vous avez du zoom in, pardon, du zoom out. Et vous pouvez regarder vos données comme vous le voulez. Vous pouvez prendre une période un peu plus longue. Et ça marche absolument sur tout, hein. On peut faire des interfaces très sophistiquées pour du Google Analytics, etc., etc. Et ça, c'est des choses que je vais donner par la suite, si ça vous intéresse. Maintenant, là, on est sur une interface. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de champ d'entrée. Ça veut dire, on donne une instruction, il me génère une interface et on joue avec l'interface. Pour cette conférence, je voulais aller un tout petit peu plus loin et vous montrer qu'on peut faire des interfaces sophistiquées. Donc là, niveau temps, je ne vais pas faire des démos sur tout, je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là, les instructions, elles sont en bas. On a vu la librairie Streamlit qui permet de faire des choses assez jolies en interface graphique. Il y a aussi son petit copain qui s'appelle Gradio. Et là, avec Gradio, je lui dis, bah là, tu vas me faire un formulaire avec un champ input où dedans, je vais écrire un texte et tu vas me générer un générateur de texte avec GPT-2 en te basant sur la technologie Hugging Face et tu vas me retourner un résultat limité à 40 caractères. Parce que je voulais voir à quel point il était capable de comprendre les instructions qu'on lui donne. Et là c'est pareil, ça a été assez bluffant. Bon, vous lisez pas du Gradio, mais moi je peux vous le dire, j'en ai fait régulièrement et c'est même une de mes formations. Il n'y a aucune erreur dans le code qui a été généré. On voit ici, vous avez les champs d'entrée, il y a bien le champ texte. Ici, on voit bien qu'en sortie, il y a un champ texte et on voit bien qu'il a limité à 40 caractères. Ça, une fois qu'on l'a, on le copie-colle, par exemple, dans un éditeur de code. Donc là, j'ai pris plus simple parce qu'il y en a beaucoup qui jouent avec Google Colab. Donc, on prend le code, on fait copier-coller et on appuie sur Run. Et vous voyez, bon, Gradio, il a l'avantage de générer en plus une URL dédiée pour tester son prototype. Et là, voilà, j'ai généré un générateur de texte, donc avec toute l'interface graphique. Et là, par exemple, je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'une intelligence artificielle peut générer du code pour Gradio? Et l'IA, bon, là, c'est GPT-2 qui répond, mais il dit le vrai problème, c'est pas le code, c'est de savoir ce qu'on a, en fait. Et il n'a pas tort, en fait. C'est ce que je disais bien en amont. C'est que le problème, c'est pas de générer du code, c'est de maîtriser l'existant, c'est connaître toutes les contraintes. Et il dit aussi, c'est de savoir quand ça sera généré. Parce que si vous demandez un programme ultra sophistiqué, il lui faut 3 mois pour le générer. Déjà, ça ne fonctionnera jamais sur une telle complexité. Et 2, là, on est vraiment sur de l'ad-hoc, quoi, sur des choses qui vont très, très vite. Donc, on peut générer des générateurs de texte. Alors, pour l'API, là, ça devient vraiment génial. Et je vais peut-être vous montrer. Ce qui s'est passé, c'est que quand on fait du SEO, on peut jouer avec 10, voire une cinquantaine d'API différentes parce qu'on veut des données de Google Analytics, on veut des données de Search Console, on veut des données d'Uncrawl, on veut des données de Rank Explorer, on veut des données d'SEMrush, bref, de tous les outils que vous utilisez, de yourtext.guru que vous utilisez au quotidien. Et moi, je connaissais pas du tout l'API Google Analytics V4. On va savoir que c'est encore vraiment l'ancienne API qui est fort utilisée. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser le codex pour voir s'il est capable de me générer cette connexion. Et là, ce que je lui dis, c'est que je lui dis, bah, récupère-moi toutes les métriques suivantes par rapport aux dimensions suivantes de la semaine dernière. Bien sûr, je lui indique les métriques que je veux, le nombre de pages vues, le temps passé sur la page, le taux de rebond, etc. Je lui dis aussi quelle dimension. Donc, je vais regarder par date, par URL, par catégorie de device. Et forcément, il faut lui donner ce qu'on appelle le code d'initialisation. Parce que dans le code d'initialisation, vous avez toutes les variables qui contiennent vos tokens. Et il faut savoir que GPT-3 Codex, dès qu'il génère un token, si vous mettez client secret égal, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il y avait des petits malins qui s'amusaient à récupérer en fait des vrais tokens qui traînent sur GitHub. On va dire que c'est une erreur classique malheureusement et il faut y faire très attention. Donc on est un peu obligé de lui donner ces 3 éléments-là. Et une fois
qu'on lui a donné ces 3 éléments. Bon, je vais arrêter de faire les démos en live, mais on appuie sur Submit et il génère le code pour utiliser vraiment l'API. Alors, en plus, c'est bien, c'est qu'il documente. Donc, c'est pas de la magie, hein, c'est des choses qu'il a trouvées sur GitHub et qui reproduit. Mais là, on va regarder à quel point il a adapté le code. Vous vous rappelez, j'ai demandé la semaine dernière. La start date, elle est il y a 7 jours et la end date, elle est today. Donc, il a bien compris cette notion temporelle. Les métriques, on les retrouve bien. On a bien la page view, le GA unique page view, le time on page, etc., etc. Et les dimensions aussi, elles sont respectées. GA de point date, GA path et GA device catégorie. Donc, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, en plus, il va même jusqu'à faire des fois des tests unitaires, etc. On peut vraiment aller très loin. Et l'idée pour cette approche data ICO no code, bah, c'est qu'on n'a plus à se prendre la tête. Il génère le code, on fait copier-coller, run et on récupère ses données. Alors après, c'est sûr, s'il faut l'industrialiser, il faudra passer par des développeurs, mais ça peut faire gagner beaucoup de temps sur son quotidien. Alors, on va arriver sur la surprise. Faut savoir que là, le code Python, il est créé et il existe une techno qui s'appelle DeepNote. Donc, DeepNote, voyez-le comme un équivalent de Google Colab. Donc, il est gratuit, mais il est limité à un certain nombre d'heures d'utilisation par mois. Et il faut savoir que ça commence à 50 heures par mois et ça peut même monter à 150 heures d'utilisation gratuite de DeepNote par mois. C'est-à-dire comme si vous l'utilisez au minimum une heure par jour, voire plus. Et on peut se servir de cette heure-là pour tout automatiser. Donc, je vous explique comment ça marche. Donc, on génère son code, d'accord? On copie le tout dans DeepNote, donc c'est un simple copier-coller. Et après, vous avez ce qu'on appelle un petit plugin qui permet de dire quand est-ce que vous allez exécuter ce code. Donc, moi, j'aime bien prendre cet exemple-là que je vais bientôt donner. Ça, c'est une partie du code qui me permet de prendre les textes qu'on générés donc par BART et GPT-3 et de les envoyer directement dans un WordPress. Donc là, vous avez le code. Hein, d'ailleurs, on peut retrouver, là je l'ai adapté, mais on peut retrouver des équivalents très facilement dans GitHub. Et si vous êtes intéressé, c'est quelque chose que je vais partager et donner dans la prochaine formation no code. Ce qui est hyper intéressant donc, avec cette interface DeepNote, donc là j'ai fait un copier-coller de mon code Python. Et ici, à côté de Stop Execution, si vous cliquez, vous accédez à une sorte de plugin, en fait, qui permet, c'est ce qu'on appelle un scheduler, qui permet de dire, bah, moi, je vais exécuter mon notebook une fois par semaine à minuit 07. Et si ça fonctionne, tu m'envoies un email. Si ça fonctionne pas, tu m'envoies un email. Comme ça, peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose à retoucher. Peut-être l'API qui a changé, ou il y a peut-être eu un problème avec le serveur ou avec votre WordPress. Et tout ça pour vous montrer qu'on peut absolument, mais maintenant, tout générer dans tout ce qui peut être ad hoc et tout automatiser. Donc, je trouve que le GPT-3 Codex est un super cadeau pour faire du data SEO. Donc, ça, tout ce que je viens de vous montrer, ça sera dans une nouvelle formation no code. Donc, je vais mettre sur Data Marketing Lab. Il faut savoir que si ça vous intéresse, j'ai créé un raccourci pour y aller directement. Donc, c'est vu.fr/nocode. Vous pouvez déjà vous préinscrire. Comme ça, vous saurez quand ça va sortir. En me motivant, j'espère sortir cette formation début décembre en français et sûrement début février pour l'anglais. Et je suis impatient d'avoir vos questions parce que ça peut amener à beaucoup de débouchés pour faire du data SEO et plus. Vous avez vu, même pour faire de la data visualisation, ça fait gagner un temps conséquent. Donc là, je pense que niveau temps, je suis bien. Donc, je peux faire soit une autre démo ou soit on peut prendre les questions. Je te donne la parole, Jackie ou Mélodie. Merci beaucoup, Vincent. C'était très intéressant et franchement chouette la démo en live.
C'est vrai qu'en général, les gens évitent les démos en live et ils ont peur de rater, en fait, et ça. ça, c'est vachement chouette, ouais. Alors, si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser. On a eu quelques commentaires. D'accord. Faut pas hésiter à poser des questions. On en a eu en fait quelques-unes des questions tout à l'heure, notamment durant la conférence de Nicolas à 14 h, parce qu'il a parlé aussi un peu de GPT-3. Voilà, donc du coup, il y a quelques questions qui ont déjà été posées auparavant. Et là, j'essaie de regarder donc si on a de nouvelles questions, mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé entre-temps, ils ont discuté un peu de tout. Et du coup, c'est difficile de remonter, de trouver toutes les questions. Non, mais il y a pas de problème. Alors du coup, moi j'avais vu passer une question qui demandait justement comment on relie tous ces outils entre OpenAI et toutes les API Google, tout ça, comment ça se fait Donc ça peut se faire tout simplement dans ce qu'on appelle, nous, un Jupyter Notebook. C'est des éditeurs de code en Python. Et en fait, on commente, on dit, là, c'est la partie pour récupérer les données analytiques. Là, c'est les parties pour récupérer les données SEMrush. Et après, il existe d'autres outils que j'utilise beaucoup, comme DataQ, qui permettent de faire les jonctions. Ce qu'on a, nous, en données, en data, on appelle des pipelines, et qui permettent de tout industrialiser. Mais là, ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment cette facilité pour faire de la doc. Pas pour faire une application sophistiquée. Vraiment, quand vous avez un besoin, là, je voudrais voir s'il y a des corrélations entre ma perte de trafic et mes données, je ne sais pas moi, comportementales. Est-ce que je vois quelque chose très rapidement? Il génère le code, on teste, et oui ou non, quoi. Donc, ça vient surtout à nourrir des analyses SEO. Merci pour la réponse. Alors, on a une petite question, tu sais, par rapport à la génération du code, des générations de code. Et est-ce qu'il commande proprement le code aussi, l'IA? Oui, il commente proprement. Alors après, faut savoir qu'il y a des biais par rapport aux données d'entrée. Il a appris sur des commentaires de code humain, donc il les copie en fait. Donc si le commentaire humain il était très détaillé, lui il sera très détaillé. Et après, comme on peut faire avec GPT-3, on est capable de le réentraîner. Donc c'est des choses on est en train de regarder. C'est-à-dire qu'on est capable de lui dire, pour moi, un commentaire, ça contient ça au minimum, c'est-à-dire une description de la fonction, ce que je mets en entrée, ce que je mets en sortie, et il va comprendre et il va être capable de le faire. Donc ça, on peut lui enseigner ce qu'on appelle un bon commentaire de code. Super, merci. Alors, on a des gens qui nous disent que voilà, ils sont pas très très bons en Python, et comment ils peuvent faire des connecteurs à GPT-3 facilement. Il y aura pas de connecteur avec GPT-3. Parce que soit on joue avec ce que je vous ai montré juste avant, le playground, où on questionne, on génère le code, on fait un copier-coller dans un éditeur de code en Python, on appuie sur Run, ou soit à travers la formation que je vais lancer, il y aura une surcouche graphique qui permettra de tout faire avec seulement des instructions. Donc, il y aura même plus et il y aura d'ailleurs pas besoin non plus de token avec GPT-3. Ce sera toute une surcouche graphique pour gérer à votre place. Et c'est comme ça que le data SEO deviendra accessible. Alors justement, on a Julien qui dit « Merci Vincent, je suis super intéressé par les possibilités offertes, même si ça me semble encore un peu technique pour démarrer. » Justement, Vincent va proposer une formation en no-code qui permettra de maîtriser tout ça. Donc ça, c'est super de donner accès en fait à tous ces possibilités-là. C'est ça. Parce que là, on était vraiment sur un groupe très restreint de personnes pour faire du data SEO très technique. Donc là, ça va permettre de s'ouvrir à plus de passionnés. Alors voilà, donc on a pareil, la même question. Admettons qu'un débutant SEO complet découvre cet outil, est-ce que ça peut lui être utile? Faut-il connaître les bases de langage pour s'en servir? Voilà. Encore, en fait, voilà. Effectivement, au niveau du public, beaucoup les SEO ne sont pas forcément dev ou ne connaissent pas les langages.
n'ont pas envie d'aller voir la documentation qui parfois est un peu obscure. Tous les outils que propose Vincent, on va vous envoyer le lien de Data Marketing Lab aussi après, où il propose justement ces formations. Ça peut vous intéresser. Ouais. Et il faut savoir aussi que maintenant, à travers Google Analytics V4, vous l'avez sûrement vu, en haut, ils font du NLP directement dans GA. Vous êtes capable de dire je veux voir mon trafic sur les 7 derniers jours pour la tablette, et il va comprendre votre phrase et il va vous afficher le dashboard correspondant. Et pour moi, ça, c'est l'avenir de tous les outils de data visualisation. C'est-à-dire, on arrête de cliquer partout et de comprendre comment on fait pour mettre tel filtre à tel endroit, à tel moment. On demande à la machine, en français ou en anglais, et elle affiche. Donc, pour les débutants, c'est juste l'idéal, en fait. Voilà, ouais. Mais même moi, je me considère quand même assez expérimenté en data viz. Je trouve que ça me fait gagner beaucoup de temps. Donc, ça peut être utile même à les gens qui, justement, maîtrisent déjà le sujet, quoi. Exactement. On l'a encore de nouveau, d'autres questions, comment être sûr que le code soit propre, etc. Mais justement, tout l'intérêt du no-code, c'est que tout est déjà inclus, packagé, et ce sera bien fait. Alors, on a une question d'Emmanuel. Dans quelle mesure Google sera capable de détecter l'automatisation, quelle qu'elle soit, afin de pointer le travail robot vs humain, notamment le contenu généré via GPT-3? Donc là, on parle de génération de contenu. Google travaille activement là-dessus, forcément, parce qu'on peut générer des contenus très bien, uniques, à forte valeur ajoutée, mais on peut aussi générer du spam. Et bon, là, il y a des experts, mais détecter du spam ou des contenus écrits par la machine de façon maladroite, c'est assez facile parce qu'on a des fréquences d'apparition de certains mots qui sont assez faciles à détecter. On peut détecter des fautes d'orthographe, on peut détecter des répétitions, etc. Donc, moi, je pense qu'on peut compter sur Google pour détecter ce genre d'abus. Par contre, si l'article est relativement utile pour les humains et bien écrit, honnêtement, nous, en ce moment, on génère énormément de métadescriptions pour des très gros sites e-commerce. On est incapable de faire la différence entre ce qui a été écrit par les humains et ce qui a été écrit par la machine. Et même, ça arrive souvent, c'est que la machine écrit mieux la métadesk que les humains. Donc, si déjà un humain a du mal à faire la différence, ça sera très compliqué pour Google aussi de faire la différence. Merci. Alors, on a Nicolas qui pose une question, notamment comment tu arrives à gérer les formats, donc notamment au niveau des chiffres, quand il y a une virgule ou un point, tu sais, pour les séparateurs, ou voilà, les dates et les visualisations pour transformer les données. Voilà, un outil spreadsheet avec mise en forme conditionnelle, etc. Ouais, c'est une très bonne question. En fait, les formats, on l'a vu sur whitepi.com et on l'a vu aussi sur un petit exemple par rapport au log. On est obligé de lui dire, ça, c'est dans telle unité. Là, le décimal, c'est un point ou une virgule. En fait, il faut le préciser à la machine. Et ça, je m'inquiète pas trop parce que c'est assez facile à détecter. Et donc, ça pourrait être mis de façon automatique, justement, dans cette fameuse surcouche graphique que je vais mettre en place. Donc, comme les formats de date, il y a des librairies Python excellentes qui sont capables de détecter automatiquement, voilà, la date, elle a été écrite dans tel format. Là, si vous avez bien regardé le code, j'utilisais le format anglais pour dire à GPT-3 que, en fait, les Anglais, ils inversent le jour et le mois. Mais tout ça, ça se fait très, très facilement. Super. Alors, on a une autre question. Si Google commence à être performant pour repérer les contenus générés, est-ce qu'il ne va pas commencer à confondre entre texte généré et texte écrit par un humain, mais de mauvaise qualité? Moi, je trouve qu'il faudrait prendre la question dans l'autre sens. Est-ce que les contenus de mauvaise qualité, ils ont leur place dans Google? Quand ça apporte rien et quand c'est peut-être la énième discussion ou répétition, etc. Eux, leur enjeu, c'est de donner la réponse la plus qualitative, en fait. Et ça va pousser tout le monde à écrire des choses de mieux en mieux
et à forte valeur ajoutée. Parce que les 100 milliards de pages qui doivent crawler chaque jour, ça pique à la fois pour eux, mais comme pour la planète. J'avais fait des calculs en énergie, c'est gigantesque hein, pour aller récupérer toutes les données du web. Donc moi, je dirais l'inverse. Je trouve que c'est une bonne action de leur part de faire le tri entre ce qui mérite de ranker et ce qui ne mérite pas. Merci pour ta réponse. Du coup, au niveau du SEO Camp, j'essaie de voir à quelle heure tu passes. Apparemment, tu passerais vendredi, c'est ça? Oui, excusez-moi, je me suis trompé. En fait, je suis présent jeudi et vendredi et je passe vendredi. Ouais. Mais dès jeudi, on pourra se voir. Super, c'est ça. Donc, si vous avez des questions justement en personne, n'hésitez pas à aller aborder Vincent, le pauvre. Mais oui, effectivement, donc c'est vendredi, 14h30, voilà, salle Netlinking. C'est ça. Et là j'irai vers tout ce que vous m'avez posé comme question. Pour les SEO Camp, c'est tous les pièges qu'on peut rencontrer dans la génération de contenu, notamment par rapport à Google, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne pas du tout et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, vous montrer vers quoi ça tend dans les 5 prochaines années. Moi, j'adore me projeter. Et là, vous verrez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans la génération de contenu. Moi, je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de possibilités. Même nous, hein, l'usage, on l'a vu venir là, dans les 2-3 dernières années, ça a vraiment beaucoup monté. Et puis, la génération des textes, c'est quand même incroyable, surtout en anglais. Pour avoir vu quelques textes anglais et français. Mais déjà, juste avant la génération des contenus, il y a eu la traduction. Il y a quelques années encore, où c'était quand même incroyable, en fait, quand on est arrivé sur du DeepL. Moi, je me souviens de quand je comparais Google Trad et DeepL, c'était pas du tout pareil, quoi, à ce moment-là. Et ça a bien évolué. Donc, je pense qu'on a encore quelques belles années devant nous. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Vincent. On a fait le tour des questions. Ok, c'est parfait. Ravi d'avoir pu échanger avec vous. Et j'espère que ça vous donnera envie de faire du no-code. Au moins, c'est facile d'accès, quoi. On n'a plus besoin de se dire, tiens, est-ce qu'il faut que je sache coder ou pas? Et là, on a tout le package, quoi, qui est inclus. Donc, n'hésitez pas à essayer d'aller voir. Nous, on a envoyé le lien. Donc, n'hésitez pas à aller voir le lien de Vincent. Ok, merci encore. Et puis, n'hésitez pas à me demander de réintervenir, ça sera avec plaisir. Merci pour ta participation. Et puis, on se dit à bientôt au SEO Camp.